Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Il nous présente son plan véhicule propre et puis la mise en service de la zone à faible émission depuis le 1er mars dans la métropole Rouen-Normandie. Notre débat, il porte sur la seconde main. On va parler beaucoup du e-commerce avec cette question que faire des produits qui ont un petit défaut et qui ne peuvent être remis en stock. On va voir qu'il y a des solutions. Et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Yokumi et ses cosmétiques bio et équitables. Mobilité, économie circulaire, cosmétiques, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Nicolas Mayer-Rossignol, bienvenue. Vous êtes donc le maire de Rouen, président également de la métropole Rouen-Normandie. Depuis le 1er mars, il faut la bonne vignette critère pour circuler dans Rouen et la métropole. Les contrevenants risquent une amende de 68 €. Vous souhaitiez quoi? Être l'une des premières métropoles à être vraiment dans la mise en œuvre opérationnelle des ZFE? Bon, d'abord, c'est la loi. Il faut toujours le rappeler parce que parfois, et c'est normal, les citoyens nous interrogent, mais qui est-ce qui a décidé ça? C'est une loi, c'est même, je crois, une transposition d'une directive européenne, puisque ça existe dans plein de villes en Europe. Bien sûr. Et en fait, le rythme, grosso modo, des agglomérations, parce que dans la loi, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, dont Rouen, effectivement, doivent y passer. Le rythme dépend de la qualité de l'air. Et il se trouve que Rouen, avec d'autres, Grenoble, Lyon, Toulouse, Toulon, Paris ou le Grand Paris, sont parmi les premières parce que la qualité de l'air nécessite qu'elles soient parmi les premières. Donc c'est un enjeu de santé publique. Donc c'est d'abord un enjeu de santé. Alors c'est aussi un sujet pas évident ça, parce que souvent on pense que les ZFE c'est d'abord un enjeu de CO2. Non, le premier sujet sur les ZFE ou les zones à faible émission, c'est plutôt ce qu'on appelle les NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote et les particules fines, qui résultent de plusieurs sources, notamment du trafic routier. Donc c'est plutôt effectivement un enjeu de santé environnementale. Un enjeu de santé environnementale. Alors si on rentre un peu dans le détail, quels véhicules sont autorisés, enfin quelle vignette pour rentrer dans la... Oui, alors c'est un peu compliqué, parce que là encore, c'est pas décidé au niveau local, c'est une règle qui est nationale et même européenne. Alors vous avez ce qu'on appelle les critères. Alors j'en profite pour le dire tout de suite, parce que souvent il y a des arnaques. La vignette critère est obligatoire, elle coûte 3,70 €, pas plus, parce que vous pouvez trouver sur Internet des petits malins qui vous vendent ça à 30 €, 50 €, vous recevez des SMS, vous voyez ce que je veux dire. Non, 3,70 €. Et ensuite, c'est en fonction, en gros, de l'âge du véhicule et de sa motorisation, diesel ou essence. Sur Rouen, c'est comme Reims, par exemple, c'est critères 5 et 4, ça correspond grosso modo au diesel d'avant 2006. Et donc, ça veut dire que la question du rythme, elle est importante parce qu'on a vu, par exemple, cette décision de la ville et de la métropole lyonnaise de reporter l'entrée en vigueur de la ZFE, interdiction des diesels reportée à 2028. Comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que c'est aussi un choix politique d'une certaine façon. Oui, mais alors vous voyez, ce que vous venez de dire est à la fois juste et pas tout à fait juste. Allez-y. Parce que beaucoup de Rouennais, évidemment, m'ont posé exactement la même question. Sur Lyon, Bruno Bernard, le président de la métropole, reporte l'interdiction des diesels, c'est-à-dire le critère 2. Le critère 2 qui passe de 2026 à 2028. À Rouen, on en est au critère 5-4. Donc vous voyez, en fait, il y a vraiment différents niveaux. Et tous les diesels ne sont évidemment pas du tout interdits. Et heureusement, je vais vous dire, parce que pour vous donner un ordre de grandeur, sur Rouen, les critères 5-4, c'est environ 10% du parc automobile. Si on passait par exemple au critère 3, et je ne vous parle même pas du critère 2, on rajouterait 25% du parc automobile. Mais alors, vous citiez Bruno Bernard, effectivement, le président écologiste de la métropole lyonnaise, qui justifie notamment, pas seulement, mais sa décision par les tergiversations de l'État pour la livraison des radars de contrôle. Alors, est-ce que c'est la même situation à Rouen? Comment ça se passe? Parce que quand on prend une mesure comme celle-là, comment on l'applique, quoi? Comment on fait les contrôles? Il y a deux problèmes sur cette loi. Il faut pas tourner autour du pot. C'est une loi qui est probablement beaucoup trop bâton et pas assez carotte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions qu'on peut comprendre, justifier sur le plan de la santé environnementale, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a des cancers, par exemple, qui sont liés aux NOx et aux particules fines, c'est bien documenté pour le coup. Mais le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. D'une part, les moyens de supervision et éventuellement de sanctions ne sont pas là aujourd'hui. Et nous sommes de très nombreux élus locaux à dire à l'État, et le ministre l'a dit d'ailleurs, ça n'arrivera qu'en 2024. Donc, si vous voulez, quand vous mettez en place
une réglementation dont les moyens de supervision et de sanction ne sont pas au rendez-vous, évidemment que ça crée un décalage. Et puis le deuxième sujet, c'est pour ça que je parle d'effet carotte, c'est qu'il faut pouvoir aider les gens à changer de voiture ou en tout cas à changer de mode de déplacement. Nous, on a mis en place un régime énorme, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le changement de véhicule, c'est 40 millions d'euros. Pour nous, c'est un budget, c'est le plus gros budget d'investissement. Donc c'est une aide aux citoyens pour changer de voiture. Jusqu'à 5 000 euros pour changer de véhicule, etc. Mais même quand vous mettez des aides, on a augmenté l'offre de bus, on a augmenté l'offre de vélo, on est le premier de France sur le covoiturage. Bon, mais même quand vous faites tout ça, évidemment que vous ne pouvez pas toucher tout le monde, parce que chacun a, en fonction de lieu où vous habitez, etc., des difficultés différentes. Et c'est là où peut-être que l'État pourrait faire un petit peu plus, et c'est ce que dit Bruno Bernard, c'est ce que nous disons tous les élus locaux, en gros. Mais ça veut dire, alors si je suis très concret, qui risque une amende de 68 € aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas la vignette critère, par exemple? Alors déjà, il faut avoir la vignette critère. Même si votre véhicule est un véhicule dernier cri, etc., il faut une vignette. Ça, c'est la loi déjà. Et ensuite, effectivement, dans un certain périmètre, les véhicules critères 5, 4 sont exclus. Alors, il y a quand même des dérogations. Exemple, une question qu'on me pose souvent, quelqu'un qui est en situation de handicap, s'il a la carte dite handicap, mobilité, inclusion, il peut, avec n'importe quelle voiture, aller n'importe où. Mais il y a évidemment des dérogations, et y compris des dérogations temporaires. En ce moment, par exemple, pour nous, les motos bénéficient d'une dérogation. Donc, c'est un peu plus complexe que juste un couperet brutal. Mais c'est vrai que, évidemment, que ça peut être ressenti comme une sorte d'exclusion, ou en tout cas de barrière supplémentaire. Donc, oui, c'est un vrai risque, parce que ceux qui peuvent se payer une voiture électrique aujourd'hui, c'est pas forcément les personnes les plus en difficulté. Donc, et pourtant, je vous dis, c'est une forme d'exclusion sociale, ou en tout cas un risque d'exclusion sociale. Il y a ce risque-là, et évidemment, c'est pour ça qu'on dit à l'État, il faut vraiment nous aider là-dessus, parce qu'on comprend la logique de la loi, de toute façon, elle est votée. Donc moi, je suis républicain, une loi votée, j'ai aucune légitimité à ne pas l'appliquer, bien entendu. Mais il faut avoir beaucoup plus d'aide. Alors, je vous dis, on met des aides pour changer les véhicules. Ce n'est pas suffisant. Il faut surtout aider sur toutes les alternatives à la voiture autosoliste, parce que c'est ça le sujet. Par exemple, le covoiturage, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez mis en place. Vous avez des partenaires privés, c'est ça, pour le développer? C'est ça. Alors, il y en a plusieurs qui existent, Klaxit, Ecov, on les avait reçus, voilà. C'est en général des startups qui proposent des nouvelles technologies type, je vais citer Blablacar, etc., mais plutôt en domicile travail. Ça fonctionne très bien. On peut avoir de la fraude aussi, donc il y a encore des ajustements à faire. Mais globalement, en fait, ce qui est complètement débile, si vous me passez l'expression, c'est qu'en général, on est en moyenne 1,2, 1,3 personnes par voiture. Donc, pour une voiture qui pèse plusieurs centaines de kilos, voire plus, vous transportez, 80 kilos, c'est absurde. Donc, plus on est nombreux dans une voiture, moins il y a de bouchons et mieux on consomme. Donc, effectivement, nous, on rémunère tout simplement, covoitureur, covoituré, avec un plafond, un plancher, quoi, entre 2 et 4 € par trajet quand même. Donc, si vous faites le calcul, par covoituré, vous pouvez effectivement à minima rembourser l'essence, et on sait qu'elle est chère en ce moment, et puis éviter et contribuer en fait à l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc vous avez cité le chiffre pour l'aide à la mobilité électrique, changer de voiture, mais globalement ça coûte combien alors peut-être à la métropole, il y a la mairie et la métropole de Rouen, finalement d'accompagner ce mouvement vers la ZFE et la ZFE opérationnelle, c'est ça? Les transports en général, c'est plutôt au niveau intercommunal que communal. Tout le monde le comprend, parce que les réseaux de transport, évidemment, c'est pas juste sur une seule ville. Ça coûte des centaines de millions d'euros, en réalité. C'est ça l'ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que vous avez les aides au changement de véhicule. Pour nous, c'est 40 millions. Mais vous avez aussi tout le système de transport en commun. Pour nous, chaque année, le système de transport en commun, c'est de l'ordre de 120 millions d'euros. Et là, on doit en plus décarboner les bus, parce que les bus eux-mêmes, il faut arrêter qu'ils consomment du kérosène ou du diesel. Bien sûr. Donc vous êtes en train de les transformer? Et nous, on a à peu près 450 bus. Donc c'est quoi? C'est du rétrofit? Vous allez il y a de tout. Rétrofit, électrique, hydrogène. J'en profite pour dire que c'est aussi une façon de créer un écosystème pour faire venir des boîtes qui produisent ces bus. Nous, on a une boîte néerlandaise qui s'appelle Ibusco, qui implante son siège social, qui produit les bus électriques pour la Deutsche Bahn, pour Amsterdam, etc., et qui vient les faire en France. C'est donc aussi une question de réindustrialisation. Ça, c'est important, parce que dans les bassins industriels comme Rouen est une ville industrielle, toute la vallée de Seine, le Havre, etc., on a un enjeu de décarbonation qui est un enjeu écologique, mais aussi économique pour faire venir de l'activité économique. Effectivement. Donc il y a ce réseau de bus et de métro, parce qu'il y a le fait de faire basculer vos bus vers une mobilité plus propre, mais il y a une densification du réseau. Exactement. Là, on a augmenté soit plus importante. Gratuité des transports. Celui qui est le plus avancé là-dessus, peut-être, c'est Dunkerque, historiquement. Montpellier fait beaucoup en ce moment avec Michael, Delafosse, Nantes. Nous, on a fait la gratuité le samedi, si vous venez à Rouen, tous les bus sont gratuits. On a augmenté de 15% notre offre là, donc on a créé de nouvelles lignes, une dizaine de nouvelles lignes. Et puis, en fait,
fait, il faut tout un spectre. Donc on a par exemple créé un système de location de vélos électriques. Parce qu'à Rouen, vous avez des pentes. Donc, sans vélo électrique, vous n'y arrivez pas, honnêtement. Oui. Alors que là, on a mis un système très social, jusqu'à moins de 10 € par mois, pour louer un vélo électrique qui vous coûterait plutôt 2000, 2500 € à l'achat, c'est-à-dire vraiment c'est cher, pour pouvoir vous balader partout en vélo. Et ça explose. Ouais. Il nous reste un peu moins d'une minute. Il y a une question d'actualité que je voulais vous poser sur ce projet de contournement, projet routier de contournement de Rouen, un projet de route deux voies qui fait polémique, mais depuis longtemps, je crois. Et donc, 1972. Voilà, et qui ressort des cartons. Vous vous y opposez? C'est quoi votre... on a voté contre. On a voté contre. Vous ne pouvez pas dire dans le même temps le 21e siècle sera écologique ou ne sera pas et proposer les mêmes solutions qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce contournement, c'est 1 milliard d'euros, 50 000 tonnes de CO2 en plus par an, 500 hectares d'artificialisation des sols. Question, est-ce que c'est la bonne voie pour le 21e siècle ? Merci beaucoup, merci Nicolas Mayer-Rossignol et à bientôt sur Bismart. On parle tout de suite du marché de la seconde main et du e-commerce. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Emery Jacquia, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Camif et de la communauté des entreprises à mission. Olympe Chabert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondatrice de Smartback, Camif, pionnière des entreprises à mission, certifiée Bicorp depuis quoi ? Bientôt 8 ans. 2015. C'est ça, 2015. On va rappeler ce que c'est, un site de quoi ? De d'éco-responsable, démarche d'économie circulaire. C'est quoi les grands principes ? C'est un site e-commerce dédié à l'équipement durable de la maison, avec une mission, c'est de développer la consommation responsable, le Made in France et l'économie circulaire. Et on y trouve quel type de produits ? Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels ça a été plus difficile de remplir ces critères ? Oui, bien sûr. Alors, on y trouve tout pour l'équipement de la maison, principalement du mobilier, de la literie, mais aussi de la déco textile, du linge de maison, du linge de lit, et aussi de l'électroménager. Alors là, sur l'électroménager, c'est plus compliqué de remplir les critères d'économie circulaire. Voilà. Mais globalement, on arrive à embarquer notre écosystème de 125 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires dans une démarche d'éco-conception. C'est vraiment le cœur du projet Camif depuis 2009, depuis la relance. Et aujourd'hui, on a revu à peu près 60% de l'offre sur les principes de l'éco-conception. Et vous, pour progresser encore, vous avez choisi de confier la gestion des retours de produits, on va dire, à Smartback. C'est quoi le principe de Smartback, Madame Chabert ? Le principe de Smartback, c'est d'éviter que les retours e-commerce de meubles reviennent dans l'entrepôt de la marque, parce que ça veut dire 500 km, pour que quand ils arrivent, ils sont rarement neufs, donc ils ne peuvent pas être mis en stock. Et notre but, du coup, c'est de court-circuiter cette logistique inutile pour revaloriser les produits que les consommateurs veulent rendre en local. En les revendant en seconde main ou en les donnant à des associations. Oui, alors on va rentrer dans le détail, mais on parle Emery Jacquia de produits avec quoi ? Un petit défaut et puis qu'est-ce que vous en faisiez avant, quoi ? Alors on parle de deux types de produits. D'abord les produits avec un petit défaut qui peuvent arriver un peu abîmés lors de la livraison. Là le client va pas vouloir garder un meuble. Il attend un meuble neuf, donc voilà. Et alors ces produits-là, on les reprenait, on les réintégrait en stock, on voyait si on pouvait les réparer ou pas, et on les revendait sur camif.fr en mode avec un discount. Voilà. En mettant en avant le défaut. Mais ça faisait, c'est vrai, beaucoup de kilomètres. Et puis, ça attendait souvent très longtemps avant de retrouver un preneur parce que les gens préfèrent acheter sur camif.fr un produit neuf de qualité, c'est ça qu'ils attendent. Et puis, il y a également la gestion avec la loi AGEC des reprises au moment de la livraison. Quand on livre un lit, on reprend un lit, l'ancien lit. Et ça, c'est aussi une gestion des retours qui coûte cher parce que il faut le reprendre, il faut le ramener dans l'entrepôt, le mettre dans une benne éco-mobilier pour qu'il soit recyclé. Et donc, il y a ces deux types de gestion de retour qu'on voulait adresser de manière en étant aligné avec notre mission. Notre mission, c'est quoi ? On a 3 objectifs de mission. Enfin, on en a 5, mais 3 qui concernent en particulier le partenariat qu'on a mené avec Smartback. Le premier, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. Et là, avec Smartback, ce qui nous a plu, c'est que c'est un écosystème de 400... je crois même 500 maintenant. 500 partenaires qui sont, je vais vous laisser conclure après, mais qui sont quoi on a soit des magasins d'occasion qui font du réemploi de produits quasi neufs ou plus abîmés, ou des associations type Emmaüs, des petites recycleries indépendantes
qui ont souvent des chantiers d'insertion parce qu'ils forment des gens justement à la réparation et ensuite à la revente en boutique. Avec un maillage, plus il est important et donc plus il est serré localement, mieux c'est, quoi. C'est la logique. Et c'est ça. Aujourd'hui, avec Camif, il y a 24 km qui sont parcourus par chaque produit entre le particulier et notre partenaire. Donc c'est de l'ultra local. Et ça a du sens d'un point de vue transport et coût. Alors ça c'était le premier objectif. Ça nous a plu que ce soit du local, parce que des solutions de gestion de seconde main, on en trouve sur le marché, mais aucune, comme celle qu'a développée Smartback, qui va trouver une solution à 24 km de nos clients. Et ça, c'est extrêmement apprécié de nos clients qui, justement, utilisent Camif pour favoriser une consommation plus locale, une production plus locale. Et quand on sait l'impact carbone d'un produit qui est lourd et volumineux sur des centaines de kilomètres, ça a un impact carbone qui est considérable. Donc en relocalisant et en faisant faire beaucoup moins de kilomètres, 20 fois moins de kilomètres que ce qu'on faisait avant, on réduit de 20 fois l'impact carbone de la gestion de nos retours. Donc c'est énorme en fait. Voilà. Et puis le deuxième engagement de mission qu'on a, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Là, on est typiquement dans une boucle d'économie circulaire parce qu'on va trouver une solution à la gestion de nos retours en local, encore une fois, mais pour des clients qui aujourd'hui, parce qu'il y a l'inflation, etc., privilégient de plus en plus le marché de la seconde main. Et on voit aujourd'hui que sur le marché du meuble, c'est à peu près 10% qui passent par la seconde main, ce qui était tout à fait... C'est une progression tout à fait spectaculaire, en particulier, effectivement, liée à l'inflation. Alors, ce réseau de partenaires, je veux bien que vous nous le détailliez, il continue de s'étoffer, parce que vous nous disiez, là, on est passé de 400 à 500 finalement en assez peu de temps. Oui, ça nous a mis... Donc là, ça fait 2 ans qu'on existe. Donc notre premier client, on en avait 60. On avait 60 partenaires partout en France. Maintenant, on en a 500. Et en fait, on a juste maillé toute la France d'acteurs qui pouvaient être intéressés par du mobilier de seconde main. Donc il y a cette partie magasin qui sont des brocanteurs, des magasins de seconde main, des trocs, des outlets. Il y a des réparateurs aussi. Il y a cette dimension. Il y a un peu de réparateurs, mais la filière du reconditionnement et de la réparation du meuble en France est vraiment, vraiment balbutiante. Il n'y a personne qui est vraiment... Enfin, là, je ne sais pas si vous pensez à un réparateur de mobilier. Non, je n'ai pas une ancienne en tête, voilà, ça c'est sûr. Ça n'existe pas ou peu. C'est plutôt ces magasins qui ont développé une petite expertise de réparation et les associations qui, elles, les forment aussi. Et demain, en fait, on réfléchit à même s'étendre à d'autres types d'acteurs pour reprendre ce mobilier, comme des cafés, hôtels, restaurants, coworking, qui pourraient être intéressés aussi par du mobilier. Mais alors, j'ai lu, je ne sais plus dans quel article, mais qu'on vous présentait comme l'Argus du mobilier. Oui. Alors pourquoi il y a cette dimension-là ? Parce que dans l'Argus, c'est aussi la cote, la valeur d'une voiture de seconde main, quoi. Donc pourquoi il y a cette dimension ? Parce que, en fait, notre force, c'est déjà, avant ce réseau de partenaires, c'est d'arriver à qualifier les meubles sur photo. Donc en fait, le service client de Camif, quand ils vont nous transmettre une demande de retour, ils vont nous transmettre les photos du produit, le détail du défaut. Et nous, grâce à ça, on a développé toute une manière de noter les meubles en leur donnant une note, en fixant, nous, le prix qu'on trouve juste en termes de valeur sur le marché de la seconde main. Et c'est cette qualification qui nous permet derrière d'avoir une relation de confiance avec nos magasins partenaires et Camif, c'est là qu'on fixe le juste prix. Le climat, enfin le climat plutôt la crise du pouvoir d'achat que vivent les Français depuis quasiment 1 an maintenant, c'est un accélérateur de business pour vous ? Est-ce que vous faites ce constat ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'avaient peut-être pas la démarche de la seconde main et qui se lancent dans cette démarche parce que ça coûte moins cher ? Forcément, je pense que oui, et les chiffres le montrent. Nous, personnellement, comme on revend en B2B, en fait, ou à des associations, on voit qu'il y a de plus en plus de ces acteurs qui émergent, mais derrière, on n'a pas notre propre plateforme de vente aux particuliers, donc on le ressent moins directement. Mais c'est sûr qu'il y a une demande qui est croissante. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que, Émery Jacquiat, les crises sont des accélérateurs de transformation, de mutation. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ah oui, on assiste à un vrai changement majeur dans l'acte de consommation avec des consommateurs qui font beaucoup plus d'arbitrage, qui consomment moins, qui achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne. C'est pour le client en Camif, voilà. Et qui, par contre, aussi vont mettre le prix quand ils veulent se payer un produit neuf, mais aussi l'attention à savoir
savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Puis l'autre bénéfice dont on n'a pas parlé de SmartBag pour un e-commerceur comme nous, le e-commerce, c'est un marché qui est très difficile, les marges sont très tendues, c'est que ça valorise nos retours. Et nous, on a fait le calcul, c'est plus de 15% d'économie sur la gestion de nos retours. Donc ça, c'est bien parce que on n'attend pas 12 ou 24 mois avant de pouvoir revendre le produit. Il est revendu très vite. Et puis, en même temps, ça fait une économie réelle dans nos coûts de gestion. Ouais. Pour les clients Camif, ça change quoi ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs meubles ? Est-ce que ça ne change rien pour eux ? Est-ce qu'ils sont informés, j'imagine, de la démarche, puisque ce sont des clients qui cherchent aussi dans cette démarche éco-responsable ? Pour les clients Camif, il y a une vraie fierté de dire que ce produit-là ne va pas retourner à la benne, il va vraiment avoir une deuxième vie, il va servir. Donc c'est, ça, je dirais, le sentiment d'un consommateur éco-responsable. Là, on l'a pleinement, parce qu'on sait que le retour va être bien géré. Et localement. Oui. C'est ça. Et pour compléter aussi, quand on fait un retour, qu'on est frustré parce qu'il y a un petit défaut, ce qui est crucial, c'est le temps de remboursement et la réactivité. Et nous, on arrive à valider un repreneur aujourd'hui en moyenne en 48 heures. Donc, c'est ultra rapide. Et comme le produit est collecté et directement relivré chez notre partenaire, le remboursement peut être effectué aussi de manière très, très rapide. Donc, c'est aussi là-dessus, ce qui fait qu'on a 4,8 sur 5 de satisfaction client sur des retours. Ce qui est quand même, normalement, une expérience pas forcément évidente. Est-ce que vous avez créé un nouveau business ou est-ce que ça existait déjà ? Vous aviez des concurrents qui sont sur finalement le même marché ? On a plutôt créé un nouveau business, déjà de se spécialiser dans les retours, de ne pas être du tout que tech, il y a des logiciels qui permettent d'optimiser tout ça, mais nous, on a décidé d'avoir aussi une part vraiment logistique opérationnelle. Donc oui, on a créé, je pense qu'on l'a vraiment créé. On n'a pas de concurrent aujourd'hui à date qui fait exactement la même chose. Après, il y a pas mal d'acteurs qui sont intéressés par ce gisement de retour et de produits quasi neufs. Votre modèle économique, c'est quoi ? Vous êtes dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? Vous êtes positionné comment ? On est une entreprise, mais effectivement, avec dans nos statuts, notre mission d'utilité sociale et environnementale, et on œuvre pour du réemploi. Et après, le business model, on va reverser les gains liés à la revente à Camif. Nous, on se prend une commission de 20%. Et ensuite, il y a des frais de gestion pour la gestion de SmartBag, des retours, le fait de venir collecter le produit, etc. Émeric Jacquillat, vous le faisiez en interne avant ? Oui. Bon, il y avait d'autres. Vous attendiez une solution comme celle-là, d'une certaine façon, oui, c'est vrai. Très clairement. Oui, parce que la gestion des retours en interne, c'était compliqué à gérer. Ça mobilise des équipes au service client, ça mobilise beaucoup d'équipes à la supply chain. Quand vous récupérez à un entrepôt un produit qui revient chez un client, il faut faire le contrôle qualité, la gestion des retours, le mettre dans un endroit. Ça va rester pendant 12-24 mois. Donc c'est vraiment un pain point du e-commerçant, la gestion des retours. Donc oui, on attendait une solution comme ça, et ce qui nous a beaucoup plu, c'est encore une fois l'ancrage local. Ça, c'est complètement aligné avec notre mission et notre vision. Je crois que c'est aussi la première fois que deux sociétés à mission, là, puisqu'ils ont inscrit leur mission dans leur statut, coopèrent au regard de leur mission respective, qui est de développer l'économie circulaire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat Bon Vent à SmartBag et à Camif. Et évidemment, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler de cosmétiques tout de suite. Smart Ideas avec Elsa Bortuzzo, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Yokumi, créée en 2019 avec Nastasia Martinez. Alors, c'est quoi l'idée de départ ? Racontez-moi. Alors, l'idée de départ, c'est d'abord une rencontre. En 2016, je vis au Togo à l'époque et je rencontre une coopérative de femmes qui fait du beurre de karité. Et donc, Yokumi, ça veut dire beurre de karité en Ewe, qui est une langue parlée au sud du Togo. Et donc, on décide à ce moment-là de lancer une association pour monter cette filière de valorisation du beurre de karité de manière équitable. Et puis, de fil en aiguille, cette association deviendra une entreprise en 2019, puisqu'on a décidé de fonder une marque et de développer donc cette marque de cosmétiques équitables, bio et rechargeables en vrac. Alors, on va reprendre ces différentes promesses. C'est quoi un produit cosmétique bio ? C'est quoi les critères du bio déjà ?
Alors, bio, basiquement, c'est un produit sans pesticides. Ouais. Donc, nous, on va un peu plus loin puisqu'on travaille avec des produits sans formulation, donc sans produits chimiques dans la formule cosmétique. Ouais. C'est que des produits bruts. Donc, typiquement, une huile, un beurre de karité. Et donc, on travaille à partir de noix, de fleurs qui sont récoltées dans la nature. Et ce point-là est aussi important puisqu'on travaille avec des productrices qui fonctionnent avec des savoir-faire traditionnels et notamment dans la cueillette. Et donc, on va avoir ce système de cueillette sauvage où on n'a pas de champ, on n'a pas de culture, mais on va avoir ce moment de la cueillette, au moment de la saison où le karité tombe, où l'arganier produit ses fruits, où on va aller chercher dans la nature, en fait, le produit naturel et après le transformer de manière traditionnelle. Et alors, ça rejoint l'autre promesse sur le cosmétique équitable. Vous travaillez avec des entrepreneurs locaux et notamment des femmes productrices. L'idée de la juste rémunération, elle est au cœur du projet, c'est ça ? Bien sûr. On se pose aujourd'hui la question où a été fait notre t-shirt, comment a été produit le coton. C'est la même chose en fait quand on parle alimentation, quand on parle textile, quand on parle cosmétique. C'est important de savoir d'où viennent nos produits que l'on consomme et évidemment qui les a produits et dans quelles conditions. Donc la philosophie du commerce équitable, c'est ça, c'est être sûr que au début en fait de la filière de production, le petit producteur va être bien rémunéré et surtout dans le commerce équitable, il y a aussi au-delà de la rémunération, il va y avoir tout ce projet de renforcer les capacités aussi de petits producteurs. Et donc nous, c'est... Pardon. Non, allez-y. Donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on va aller travailler et on va cibler effectivement des coopératives féminines puisque on sait aujourd'hui que... Enfin, en tout cas, nous, la cause qu'on a choisi de porter, c'est d'agir en faveur de l'autonomisation économique des femmes puisque ça va permettre à la fois de renforcer les capacités de ces femmes et leur autonomie, leur indépendance financière. Pardon. Mais également d'avoir un impact sur le long terme, puisque ces femmes vont pouvoir investir dans le futur. Et dans quel pays ? Alors, on travaille. Alors, au début, tout a commencé au Togo, donc c'est vraiment là que le projet naît. Et aujourd'hui, on a des partenariats avec des coopératives au Maroc et en Iran. D'accord. En fonction des produits, en fait ? Tout à fait. On va vraiment aller dans le pays producteur qui a ce savoir-faire. Parce que quand vous parlez de produits bruts, donc il y a le beurre de karité, il y a l'huile. L'huile d'argan, l'huile d'amande douce, l'eau de rose. On a aussi les hydrolats, l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger. Donc on a une petite gamme, ce qui s'explique parce qu'on va vraiment aller choisir les personnes avec qui on travaille. Donc il y a toute cette démarche derrière. Et donc il y a le dernier axe dont on va parler, le côté rechargeable, le vrac. Alors, il y a une question de défi à relever. Comment on propose finalement cette option-là aux clients ? Eh bien, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, à la fois pour la distribution et pour transformer nos pratiques en tant que consommateurs. Donc, il faut des entreprises qui proposent ces solutions-là. Donc, qui déjà offrent l'opportunité aux consommateurs de consommer en vrac. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, consommer en vrac, ça veut dire quoi ? Ça veut dire surtout remplir, donc avoir des points de recharge pour réemployer ces contenants. Donc nous, on va fournir justement cette offre de contenants réemployables adaptés à la cosmétique, parce qu'il y a aussi un enjeu par rapport à tout ce qui va être la consommation alimentaire et cosmétique, et donc fournir à la fois des produits de qualité. Moi, ce que je trouve intéressant dans la consommation vrac, c'est que comme le packaging s'efface, en tout cas pour nous, marques, on ne va plus pouvoir communiquer de la même manière sur le packaging qui est plus ce vecteur marketing comme il était. Donc en fait, c'est la qualité qui va primer. Donc c'est la qualité de notre produit. Et c'est là qu'on fidélise nos clients. Merci beaucoup. Je signale que vous serez présente sur le salon Vivre Autrement qui démarre demain, ce vendredi 17, c'est jusqu'au 20 mars au Parc Floral de Paris. Bon vent à Yokumi. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Marie Billat. Au son, c'est Alexis Oustabassidis et à la réalisation, Raphaël Morel. Salut.